Au menu ce soir, l'argent du TGV Québec-Toronto, mais pas le train. Le Parti québécois promet de faire débarquer le Québec du projet. Ottawa veut maintenant interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Et sa voix et son jeu ont marqué bien des générations. L'actrice québécoise Sophie Fauché n'est plus. Il est 22 h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table, ce soir, on a Alain, Déborah, Jacinthe et François. Bonsoir à vous quatre. Les mots de l'actualité ce soir, on y va de ce côté-ci avec Alain et Déborah. Alain, je commence avec toi. Départ. Oui, départ, la 30e députée de la CAQ qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas lors de l'élection du mois d'octobre. Donc, Sylvie Damour, oui, beaucoup de Mirabel. Ça veut dire près de 40 des députations caquistes. Ça commence à urger que Christine Fréchette commence à nommer des candidats. Elle est le seul parti politique qui n'a nommé aucune nouvelle candidature en vue de l'élection. Alors, ça va prendre des nominations qui vont peut-être en attirer d'autres. On espère. On verra. Bon. Déborah, vol. Parce qu'on a appris aujourd'hui qu'un ancien pilote d'Air Canada avait fait des vols. Imaginez plus de 900 vols nationaux et internationaux sans détenir la licence de vol permise. Donc, il a été arrêté aujourd'hui, d'ailleurs, en Ontario. Et on a découvert le poteau rouge, j'ai envie de dire, en 2025, tout récemment. Et ça a duré de 2009 à 2025. J'ai envie de dire, c'est extraordinaire, mais c'est aussi effrayant que quelqu'un ait pu mener pendant autant de temps, donc une décennie, plus d'une décennie, des vols avec des dizaines de milliers de passagers. Donc, imaginez ce qui aurait pu arriver. En fait, j'ai pas envie d'imaginer. Quand on pense juste les mesures de sécurité qu'on doit traverser, nous quand on prend l'avion comme passager, comment ça se peut, ça? Comment ça se fait que les pilotes, pour voler? La question demeure entière. La question se pose, littéralement. C'est la même chose. Parlant de moyens de transport, le projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto est loin de faire l'unanimité, vous savez. Et là, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, promet de le faire dérailler si le PQ prend le pouvoir. Le Québec va se retirer du projet. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Les péquistes voudraient plutôt que les sommes prévues pour la portion québécoise soient destinées à remettre à niveau nos infrastructures vieillissantes. Résumé, Laurence Royer. Le PQ a surpris un peu tout le monde ce matin en annonçant qu'il rejetait le projet de TGV entre Québec et Toronto. Ce qu'ils disent, c'est qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'investir dans une infrastructure majeure comme celle-là. Ce qu'il faut plutôt, c'est de mettre de l'argent dans des infrastructures qui sont vétustes, comme nos écoles, nos hôpitaux ou encore nos routes. Selon le PQ, la part du Québec dans ce projet-là serait d'environ 40 milliards de dollars, un chiffre qui n'est pas confirmé, mais pour eux, Ottawa devrait donner cette somme au Québec au lieu de construire un TGV pour être en mesure de financer ces infrastructures vétustes. Cette annonce a aussi surpris les autres partis qui n'ont pas tardé à réagir, notamment l'ancien premier ministre François Legault qui a écrit sur X qu'en rejetant le projet de TGV, le PQ défend indirectement la vache à lait d'Air Canada. On va utiliser notre argent pour nous imposer un projet qui, à l'heure actuelle, n'est pas prioritaire à nos yeux et aux yeux de tous les politiciens qui se sont prononcés aujourd'hui depuis les quelques dernières semaines. C'est insensé, là. On dirait qu'ils se donnent le mot pour refuser ou dénigrer tout ce qui vient du gouvernement fédéral. Donc, s'attendre à ce que ce soit transféré intégralement pour les écoles, les hôpitaux, les routes du Québec, c'est méconnaître le fonctionnement des relations avec le gouvernement fédéral. Ça fait pas de sens. Disons que c'est pas surprenant de leur part qu'ils ne sont pas dans la construction de ponts entre le Québec et l'Ontario. Moi, je pense que ça manque beaucoup d'ambition de la part du Parti québécois de mettre le choix de cette façon-là. Et ça fait réagir bien au-delà de l'Assemblée nationale, notamment du côté du Parlement à Ottawa. Les Québécois sont tannés de voir que en France, c'est possible d'avoir des TGV, mais au Québec, c'est pas possible. Et je pense que dans un Québec moderne et dans un Canada moderne, on est capable de construire des grandes choses. On est capable d'avoir un train à haute vitesse. C'est une épine dorsale de la mobilité au Québec et qui le relie aussi aux grandes métropoles en Ontario, qui touche à 40 de la population canadienne. Ça a aussi fait réagir des maires et mairesses, notamment la mairesse de Montréal, qui dit que ce projet de TGV ne doit pas être un enjeu partisan et qu'il faut faire preuve de vision.
À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Alain, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cet argument du PQ? Est-ce que ça tient la route? Ça tient simplement pas la route. Le Parti québécois n'arrête pas d'essayer de défendre les compétences des provinces. Et là, c'est un projet qui est 100% de compétences fédérales. Ferroviaire, aviation, ça touche le fédéral, un peu comme les institutions financières et les assurances. Et là, il lance ça dans la mare. On va-tu arriver un jour à dire, bon, le fédéral veut acheter des avions, on va dire on n'a pas besoin d'avions. On aimerait avoir plus d'argent. Donc, je pense que ça a été bien expliqué. C'est une méconnaissance en ce moment des négociations avec le fédéral. Oui, mais Jean Saint-Ève, en même temps, c'est vrai que nos infrastructures sont vieillissantes. Mais est-ce que ce serait vraiment profitable de dire pas de TGV, puis on va essayer d'avoir cet argent-là, ce qui n'est pas nécessairement évident, là? On comprend l'argument économique. Oui. Elle est valable. En même temps, si le Parti québécois arrivait avec une vraie stratégie de transport des grands centres urbains, des grands pôles, en disant, par exemple, on préfère nous concentrer sur le développement aérien entre les grands pôles, parce que ça reste que c'est quand même un puissant levier économique quand on améliore le transport entre les grands centres urbains, notamment en matière de concurrence aérienne, par exemple. Le PQ pourrait avoir une vraie stratégie puis dire on va augmenter la concurrence, on va avoir des vols à plus bas tarifs. Donc, c'est pas si simple, qu'il y a des angles morts qu'il ne faut pas éviter. C'est prématuré de prendre une position comme celle-là, Déborah? Oui, effectivement. Puis je pense que c'est un mauvais calcul stratégique également. Je peux comprendre que le PQ veuille se positionner, déjà annoncer des engagements et des désengagements. Mais je pense dans ce dossier-là particulièrement qu'il y aura une telle implication de Québec et aussi, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est un dossier fédéral. Oui. Je pense que c'est prématuré de se positionner à ce stade-ci, en plus avec la mauvaise position. Donc moi, je pense que c'est un mauvais calcul politique et stratégique du PQ de se prononcer à ce stade-ci. Bon, à chaque fois qu'on parle de ce genre de projet, c'est des explosions de coûts, mais il faut quand même aller de l'avant avec ce projet-là maintenant? Écoute, il y a des études là-dessus depuis que même que je suis né. Là. Ça fait tellement longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis né, qu'à un moment donné, il faut aboutir. Et, tu sais, je regarde pour planifier un voyage l'année prochaine en Europe, puis qu'est-ce que je regarde me déplacer? Le TGV. Sinon, je ne veux pas prendre des avions. Donc, c'est fou de penser que le romantisme des gens de Québec vont aller manger à Toronto, vont venir coucher à Québec. C'est pas ça. C'est les touristes qui vont venir, qui vont dire, ah, parfait, je vais pouvoir partir de Toronto, aller à Québec, faire d'autres déplacements. Il y a des gens d'affaires qui vont le faire. Ils vont le faire, également. mais je veux dire, ça va attirer aussi beaucoup de touristes. Il ne faut pas tarder, parce que plus on tarde, plus les coûts augmentent. Exact. Il faut mettre ça derrière nous à un moment donné. Le gouvernement fédéral veut interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. On vous a déjà parlé de cette intention-là. Le projet de loi sur la sécurité numérique devrait être présenté au plus tôt dès demain. Le Canada pourrait donc s'inspirer de l'Australie qui est allée de l'avant avec une mesure similaire, mais c'est une proposition qui soulève déjà plusieurs questions. Reportage, Lily Mercure. Il est devenu de plus en plus difficile dans nos maisons respectives de gérer adéquatement, en tant que bons parents, les questions autour de l'accès aux réseaux sociaux. Papa, maman, est-ce que je peux avoir un compte sur TikTok, sur Instagram? Des questions qui viennent de la part de nos enfants de 9, 10, 11, 12, 13 ans surtout, là. Puis de plus en plus, en réponse après notre non, ce qui venait comme question, c'était « Mais pourquoi? Toutes mes amies sont là-dessus. » Et on partage le sentiment que les parents en ont beaucoup sur les épaules, puis ils auraient besoin d'un petit coup de main. Le Canada emboîterait le pas à l'Australie qui a mis en place une mesure similaire en décembre dernier. Jay Grandmont est spécialisé en marketing d'influence. Il prône l'éducation plutôt que l'interdiction. Moi, je pense que c'est important de prendre des décisions de la sorte, certes, mais il faut surtout penser que c'est pas la solution finale. Moi, je pense que c'est un propos qui est très nuancé. Si cette décision-là est mise de l'avant, moi, je considère qu'il faut continuer de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi aux médias sociaux, à la culture numérique, culture du web. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Peut-être que si, on arrive à la restriction plus tôt, j'aurais été plus souvent dehors avec mes amis. Moi, je commence à m'inquiéter un peu parce qu'on voit de plus en plus des petits-enfants sur TikTok qui font du n'importe quoi. Je pense pas que c'est un grand enjeu, les réseaux sociaux en bas de 16 ans, si c'est bien encadré. La grande question qu'on se pose, c'est advenant que le projet de loi est adopté, comment s'assurer que les adolescents vont pas contourner les mesures en place? L'utilisation d'une technologie d'estimation d'âge. Ça, pour nous, c'est absolument essentiel. Ce sont les technologies les plus innovantes et surtout les plus respectueuses de la vie privée des usagers potentiels. Sans rentrer dans un gros discours tech, ça estime en 1 ou 2 secondes l'âge de l'usager sans que rien ne sorte du téléphone, rien qui sort de l'appareil. Pas de photo, pas de nom ou nom de famille, pas d'adresse IP. Je suis pour un peu l'interdiction aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'enjeux reliés à l'intimidation. Peut-être pas à 16 ans.
plus avant 14 ans, ce serait idéal. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Bon, François, est-ce que le gouvernement fait bien de s'attaquer à ça? On a-tu fait un débat là-dessus cet hiver? Oui, on a fait un débat même à 14 ans, si je me trompe. Oui, puis j'avais dit absolument pas, c'est la job des parents. J'ai complètement changé d'idée. Pourquoi? Parce que j'ai mangé le volet par une gang de jeunes impolis dernièrement, pendant 3 semaines. Ça vient de passer. Sur les réseaux sociaux. Et les parents qui m'envoyaient des bêtises étaient souvent des parents avec des enfants. Et les jeunes qui m'écrivaient de 12, 13, 14 ans, qui m'envoyaient promener dans un français totalement incompréhensible, je pense que les parents ne sont pas capables, malheureusement, de gérer. Et il faut, malheureusement, que le gouvernement s'en mêle, parce que c'est inacceptable de voir des jeunes engueuler quelqu'un pour une situation complètement niaiseuse. Là. Bon, Jacinthe, est-ce qu'interdire, ça réglerait le problème? Je suis d'accord. T'es surprise, hein? Bien, je me demande comment il fait pour savoir que ces jeunes-là qui répondaient avaient moins de 16 ans. Parce que je vais voir leur compte. Je vais les voir. Mais non, ben moi, j'ai des jeunes dans cette tranche d'âge-là. Et puis, c'est tellement facile de contourner. Là. Ils utilisent un VPN et automatiquement, ils transportent leur adresse IP aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Ils sont vraiment bons, les jeunes, en informatique, à déjouer tous les systèmes, déjouer les contrôles parentaux. C'est des cracks de l'informatique qui sont nés là-dedans. Alors, je pense que c'est une illusion pour rassurer les vieux naïfs comme nous. Là. Bon, 16 ans, c'est trop vieux? Oui, moi, sincèrement, je pense que c'est trop vieux. À 14 ans, ça aurait été peut-être, je pense, le chiffre qui aurait pu être intéressant. Puis, comme Jacinthe le dit, en Australie, l'application est là pour les 16 ans et moins. Puis les jeunes, 70 ont réussi rapidement à trouver une nouvelle façon de se brancher. Puis les compagnies vont s'assurer de les retrouver ailleurs. C'est pas dans ces plateformes-là. C'est un débat, pas un débat, Déborah, c'est un projet de loi qui risque de prendre du temps à être adopté, selon toi? Je pense que oui, parce que je pense que ça va lever quand même beaucoup les passions, j'ai envie de dire. Déjà, là, on voit avec les réactions, même si le débat s'est tenu, François a déjà changé d'idée, qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer d'idée et qui vont se laisser emporter par leurs émotions et leur cas réel. Mais peu importe que les jeunes vont contourner ou autre, moi, je pense que c'est un débat qui doit se tenir et surtout un projet de loi qui doit aller de l'avant. Si c'est pas adopté en septembre, on fera un autre débat puis on verra si vous changez d'opinion ou pas. Notre sondage express en ce mardi, ça porte sur la sortie du Parti québécois dans le projet de TGV. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retrait du Québec, comme le souhaite Paul Saint-Pierre Plamondon? Allez répondre à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, Donald Trump réplique après qu'un hélicoptère américain ait été abattu par l'Iran. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On fait le point avec Valérie Baudouin après la pause. Projet de TGV pour ou contre le retrait du Québec, comme le souhaite le Parti québécois. Vous avez répondu pour à 35 contre à 65 L'ancienne juge à la Cour suprême, Louise Arbour, on vous en parlait hier, est entrée officiellement en poste comme gouverneure générale du Canada. Elle arrive en poste à un moment délicat parce que l'image de la position a été fragilisée au cours des dernières années. Sa prédécesseur, Mary Simon, avait notamment été critiquée pour son incapacité à s'exprimer en français. Est-ce que, selon vous, Louise Arbour peut redorer l'image du poste de gouverneur général du Canada? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre. Et n'oubliez pas de commenter également. Parlons maintenant du conflit en Iran. On a eu droit à un autre changement de ton. Les États-Unis ont mené, en fait, ce soir, des frappes contre l'Iran après l'attaque d'un des hélicoptères américains hier. Peu de temps après que le président Trump ait avancé, pourtant qu'un accord était à portée de main. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ça? Comment ces représailles pourraient influencer les négociations? On trouve notre débatteuse et analyste de politique américaine, Valérie Baudouin. Salut, Valérie. Salut. Alors, les États-Unis qui se devaient de répliquer, fallait s'y attendre? Oui, en fait, il fallait s'y attendre absolument parce que dans les dernières semaines, on a vu qu'il y avait la reprise, on va dire, modérée des hostilités. Il y avait quand même des frappes de la part des Américains sur des cibles précises en Iran. On disait que c'était de la légitime défense et justement en prévention. Alors là, quand on voit quand même qu'un hélicoptère qui a été abattu, assurément, qu'il y allait avoir une reprise des hostilités, du moins si on analyse ça de façon assez logique. Par contre, on n'a pas toujours de la logique dans cette histoire-là, mais il faut dire que Donald Trump a changé d'idée au cours de la journée parce que ce matin au Wall Street Journal, il disait à des journalistes, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas eu de mort, donc on va peut-être pas répliquer. On a vu le changement de ton plus tard. Il y a eu cette réplique. Comment l'Iran a réagi face à cette réplique?
Ben, l'Iran a réagi comme elle réagit souvent, c'est-à-dire en voulant provoquer aussi. Hein. Ils ont dit, là, et je paraphrase, on connaît le langage de la diplomatie, mais on connaît d'autres langages aussi, en référant justement à un langage un peu plus guerrier, en disant que si vous nous attaquez trop fort, ben sachez qu'on est prêt à répliquer. Ça, c'est le genre de ton qu'on a vu ou d'échange qu'on a vu de la part de l'Iran envers les États-Unis, envers Israël là, dans les dernières semaines. Oui. Bon, Donald Trump qui affirmait encore hier qu'un accord pour mettre fin au conflit était imminent, mais là, on peut en douter, là, compte tenu de l'attaque de l'hélicoptère puis de la réplique, là. Ben, c'est parce qu'on a toujours une chose et son contraire. Hein. Combien de fois on a dit on est près d'un accord, les négociations vont bien. Le lendemain, on disait, bon, on menace d'anéantir la civilisation iranienne ou à peu près tous les synonymes qu'on peut imaginer. On va faire des frappes, on va vous réduire en cendres. On a eu vraiment ce côté-là très belliqueux, mais d'un autre côté, on tend la main. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Là. Je pense qu'on a dit, là, c'est CNN qui avait fait le décompte, on était près de 40 fois. Oui, au moins 38 fois, imagine, là, qu'on nous déclare qu'on est près d'un accord. Exactement. Et on voit que J.D. Vance, le vice-président, a baissé peut-être les attentes. Il n'y a pas le même ton que le président. Il a dit, écoutez, on pourrait avoir un accord la semaine prochaine, mais on pourrait aussi avoir un accord dans plusieurs mois. Alors, ça veut dire, on n'a pas dire qu'on est sur le point de l'avoir, mais écoutez, peut-être prenez votre mal en patience parce que ça reste très complexe. Faut pas oublier, hein. Il y a les États-Unis, il y a l'Iran, mais il y a aussi Israël qui, selon tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ne veut pas mettre fin à cette guerre-là. Tandis que pour les États-Unis, on est peut-être un petit peu plus pressé de régler le tout. Rapidement, là, est-ce que les Américains y croient à une fin de conflit? Qu'est-ce qu'en pensent les Américains, là? Les Américains, on voit depuis le début du conflit, il y a une augmentation, on désapprouve de plus en plus la façon de gérer de Donald Trump. On a moins confiance. Et il y a une statistique de The Economist et YouGov, le sondage, 68% des adultes américains qui veulent le plus rapidement possible qu'il y ait une entente. Alors, on veut régler. C'est ce que les électeurs disent. En effet. Les gens qui souffrent dans ces conflits-là, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Valérie. Bonne nuit. Merci. Bye-bye. Bonne soirée, bon débat. Toutes ces tergiversations, ça continue d'avoir des impacts sur la bourse, entre autres. Écoute, aujourd'hui, particulièrement parce que je regardais la bourse comme à toutes les secondes de ma journée. Et je regarde, je fais autre chose et je reviens, puis ça a tombé totalement, vraiment beaucoup. Là, je dis, ah ben là, il s'est passé quelque chose, je fouille, je comprends qu'il y a un hélicoptère. Une heure après, c'est comme si les marchands ont dit, bon, c'était juste un hélicoptère, ça a tout repris au complet. Mais tu sais, on n'est pas sorti du bois. Puis c'est pour ça que les marchés réagissent fortement de part et d'autre. Toi, regarder les marchés, c'est comme recevoir des notifications des médias, en fait. Tu regardes, tu dis, oh, il s'est passé quelque chose. Je me regarde tout le temps les marchés, puis après ça, je vais fouiller la nouvelle. Jacinthe, tu t'attends à ce que les attaques s'intensifient cet été. Pourquoi? Bien, l'attention médiatique est toujours réduite durant la période estivale. Les gens écoutent moins aussi les nouvelles, on décroche. Et souvent, dans les conflits internationaux comme ça, on voit des recrudescences parce que les États se permettent un peu plus d'accélérer le conflit, chacun parfois en escaladant davantage. Bon. Rapidement, vous deux, est-ce que vous croyez à une fin de conflit prochainement ou pas? Je ne pense pas, puis Valérie l'a mentionné, parce qu'il n'y a pas juste les États-Unis et l'Iran, il y a aussi la dimension avec Israël et les répercussions au Liban et ailleurs. Beaucoup de joueurs. Je ne pense pas. Ouais, honnêtement, moi, je ne crois pas. Regardez Donald Trump, tu as dit combien? 38 fois? Qui annonçait la fin du conflit. Il y a 3 jours, il disait qu'on était proche d'un accord, puis là, il va détruire un hélicoptère. On se sent dans un manège dans cette histoire-là. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Voici mon adresse. On s'arrête quelques minutes. Mais j'ai de la difficulté à prononcer. J'ai de nouvelles lèvres. Commençons. Et vous êtes un comédien, vous? Et pourquoi avez-vous une perruque? Non, je suis détective. Où le jour de Elle nous a fait rire dans son rôle de Cristal, dans Le cœur à ses raisons. On l'a vu également dans Ding et Dong, le film, et plus récemment dans le retour d'Anna Brodeur à la télé. Que ce soit, oui, à la télé, au cinéma ou au théâtre, l'actrice et comédienne Sophie Fauché a marqué bien des générations au Québec. On a appris son décès peu après 17 heures ce soir, à l'âge de 68 ans, à la suite d'un cancer. On va en parler de sa carrière avec notre débatteuse et chroniqueuse culturelle, Catherine Beauchamp. Salut, Catherine. Bonsoir, Michel. D'abord, ça a été quoi ta réaction lorsque tu as appris son décès? J'étais atterrée parce que je la connaissais personnellement, Sophie Fauché. On avait fait quelques festivals de Cannes ensemble. On avait beaucoup rigolé. C'était quelqu'un qui avait une joie de vivre extraordinaire, qui me mordait dans la vie. Ouais, hein? Et ça m'a fait énormément mal. En fait, je suis très triste aujourd'hui. Ça a été la surprise pour bien des gens.
Elle a marqué bien des gens dans toutes sortes d'œuvres, entre autres au cinéma avec des films de Xavier Dolan, de Denis Arcand, à la télé avec Le cœur a ses raisons. On passait un extrait. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans sa carrière? Bien, tu l'as mentionné, Le cœur a ses raisons, c'est inévitable là, comme série télé parce que c'est de la parodie, puis parce qu'elle portait des prothèses qui étaient très volumineuses, autant pour les lèvres que les pommettes. Puis elle n'avait pas peur du ridicule. C'est ce qui faisait rire les gens. Là. Puis ce personnage-là est devenu tellement important pour Le cœur a ses raisons. Ding et Dong, le film aussi, c'est probablement avec la célèbre réplique « T'es beau, mon cochon ». Je pense que c'est des rôles marquants qui vont toujours rester gravés dans notre mémoire. De voir la grande Sophie Fauché embarquer dans des rôles comme ça, nous faire rire comme ça. Elle a aussi, parce qu'il faut dire, été très présente au théâtre. Oui. C'était quelqu'un qui aimait la langue française et qui était capable de jouer aussi au théâtre, autant dans les classiques que dans le contemporain. On l'avait vu faire du Marivaux, on l'avait vu jouer Mary Stuart, Reine d'Écosse. Elle avait une passion aussi pour Frida Kahlo. Elle avait amené sur scène Frida Kahlo, les correspondances. Elle aimait aussi beaucoup Maria Callas. Elle avait monté un spectacle qui avait été mis en scène par Marc Hervieux. C'était une personne énormément présente sur la scène. On ne pouvait pas l'oublier après l'avoir vue. Oui, et je disais très présente à la télévision tout à l'heure et même dans les publicités. Elle avait une voix très reconnaissable, tellement qu'elle faisait partie de la publicité Philadelphia, même après avoir qu'on ait retiré son image et ses ailes d'ange. Absolument. Et quand on a voulu changer de comédienne, il a fallu qu'on réengage Sophie Fauché pour pouvoir faire la transition avec la nouvelle comédienne. Elle a aussi joué la grand-maman de Caillou en y prêtant sa voix dans le célèbre dessin animé. Hey, ça fait beaucoup de générations qui ont entendu sa voix et qui ont ri également devant certaines des scènes qu'elle nous a présentées. Merci beaucoup, Catherine, pour ce compte-rendu. Bye-bye. Jacinthe-Ève, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de la carrière de Sophie Fauché? Bien, elle ne se contentait pas de jouer des rôles, elle les habitait. Et elle incarnait une voix, une élégance, une présence aussi. Et elle a laissé une trace indélébile là, dans le paysage culturel québécois, notamment en étant à la fois capable de jouer avec une très grande sensibilité jusqu'à la fantaisie la plus assumée. 68 ans. Ta réaction, ça a été, c'est jeune? Bien, j'ai 59 et je me dis, my God, on a juste 9 ans de différence. Puis c'est une personne qui était tellement présente, sans la voir, on le savait, tout c'était qui. Tu fais comme, oh, attention, là, ça fait réfléchir parce que c'est trop jeune. Oui, ça a été assez fulgurant, là, la reprise du cancer, parce qu'elle a dû annuler là, un projet dans lequel elle était il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, bien sûr, nos pensées à sa famille, à ses proches. Voilà comment on a vu l'actualité à vos cellulaires, tablettes. Place au grand débat. On va parler de la nouvelle gouverneure générale. Ça commence dans 30 secondes.